Aujourd'hui avec moi, c'est Hamza Ouadia, un ingénieur en sécurité qui va nous parler un peu de son expérience avec la solution Elastic Sécurité. Mais avant de lui donner la parole, je vais faire un petit rappel de quelques événements qui vont venir très bientôt. Donc, à partir du 27, le 27 et le 26 et le 27 février de ce mois, se tiendra la Elastic Community Conference. Il se déroulera vendredi à partir de, de 16 heures jusqu'à minuit pour la partie Middle East and Africa et le 27 pour le reste du monde. Donc n'hésitez pas à visiter le lien en bas. Il y a plein d'événements, plein de topics et de talks de différents endroits au monde. Donc n'hésitez pas à choisir votre calendrier et essayer d'assister. Voilà. Donc, juste un rappel pour ceux qui ne connaissent pas encore ELK ou Elastic Stack. Donc, c'est une suite de 4 produits qui s'intègrent entre eux. Donc, il y a 2 produits dans la couche de collecte et d'ingestion des données. Donc, il y a une famille de bits qui sont des agents légers qu'on peut déployer d'une manière distribuée sur les hosts pour collecter les logs et les métriques. Et on a un produit d'ETL centralisé qui s'appelle Logstash, donc qui lui aussi il peut se connecter à plusieurs sources de données et traiter les données. Donc il peut aussi recevoir les données des différents agents bits. Et au centre, c'est Elasticsearch, donc c'est le noyau de la stack Elastic. Donc c'est le moteur de stockage de recherche et d'analyse, donc il est distribué RESTful, donc c'est vraiment le noyau central qui donne toute la puissance à la stack ELK. Et en haut, il y a un 4e produit qui est Kibana. Donc Kibana, c'est l'interface utilisateur qui permet à la fois d'explorer, visualiser les données et d'administrer aussi la stack élastique. Donc derrière la stack Elastic, il y a Elastic. Donc Elastic, c'est l'éditeur qui maintient les 4 produits. Et il ajoute à cela 3 autres solutions on the top of la stack ELK. Donc parmi ces 3 produits, ou parmi ces 3 solutions, donc, il y a une solution, Elastic Enterprise Search, qui répond au cas d'usage lié purement au moteur de recherche. Donc, Site Search, c'est pour ajouter une barre de recherche à votre site web ou à votre blog pour proposer de la recherche. App Search, c'est pour ajouter un vrai moteur de recherche à vos applications. Donc, si vous avez une application, un marketplace ou un site e-commerce et vous voulez ajouter des fonctionnalités de recherche avec des facettes, donc App Search il est fait pour ça. Et Workplace Search, si vous avez des contenus sur Google Drive, sur Dropbox ou plusieurs sources de données, où vous voulez faire de la recherche sur ces documents, donc Workplace Search est fait pour ça. Donc la deuxième solution, c'est Elastic Observability. Et là, le concept, c'est de ramener toutes les données, que ce soit les logs, les métriques de votre infrastructure, que ce soit les serveurs physiques virtuels, des conteneurs ou de l'orchestration Kubernetes. Donc, vous pouvez ramener les logs et les métriques dans le même endroit au niveau d'Elasticsearch. Vous pouvez faire aussi ramener les traces distribuées et faire de l'APM. Donc, vous pouvez déployer des agents dans vos applications et ramener les traces distribuées. Et vous pouvez faire des monitoring synthetics et de user experience management avec Uptime.
Donc ça, c'est un peu l'observabilité. Et donc la troisième solution, c'est l'objectif du talk de cet après-midi, c'est Elastic Sécurité. Et donc pour cela, je donne la main à Hamza qui va nous détailler cette partie. Donc Hamza, à toi l'honneur. Hamza, on ne t'entend pas. Donc, merci Yassine, merci pour l'invitation tout d'abord et merci, je tiens à remercier aussi les participants d'aujourd'hui. Donc, je vais partager aussi mon écran. Vas-y. Pour la suite de la présentation. Donc, est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Ouais, c'est bien. Allez-y. D'accord. Donc, je me présente, je m'appelle Hamza Wadi, je suis un analyste cybersécurité chez Data Protect. Et aujourd'hui, nous allons voir tous ensemble comment Elastic Security répond aux besoins SOC. Donc, le plan que nous allons suivre aujourd'hui, nous allons commencer par une petite introduction du contexte et fonctionnement du SOC. Et nous allons par la suite le décortiquer sous trois parties, tout ce qui est data, intégration de données, tout ce qui est collecte de logs et ainsi de suite. Ensuite, le traitement de ces données collectées. Et la troisième partie sera l'exploitation de ces données, Data Analytics. Et nous allons faire vers la fin une petite démonstration avec l'outil Elastic Security, bien sûr accompagnée par une session questions et réponses. Donc, tout d'abord, c'est quoi un SOC? Un SOC, c'est un centre opérationnel de sécurité. Donc, c'est-à-dire que là, le SOC est une entité, soit interne ou bien managée, qui assure la sécurité d'une organisation. Donc, c'est une entité qui se compose généralement des analyses de cybersécurité, qui exploite des technologies, bien sûr en suivant des procédures et processus, afin d'exploiter ou bien d'assurer une activité telle que la réponse aux incidents, l'investigation digitale, la veille cybersécurité et bien sûr, bien évidemment, la supervision continue des systèmes d'information. Donc, quand on dit un système d'information, donc vous le savez déjà, c'est que tout équipement installé au sein de votre infrastructure, au sein de votre entreprise, que ce soit un pare-feu, un antivirus, ou bien une machine, ou bien un serveur client, génère ce qu'on appelle un événement, ou bien un log. Ce log-là, généralement, pour décrire le fonctionnement simplifié d'un SOC, il est centralisé dans une solution qu'on appelle SIEM. Généralement, c'est appelé SIEM, Security Information and Event Management. Donc, c'est une solution qui centralise les logs et traite ces événements en effectuant, bien en réalisant des corrélations afin de générer une alerte qui, par la suite, va être qualifiée par un analyste SOC. Donc, pour bien comprendre le fonctionnement d'un SOC, nous allons un peu décortiquer le cycle de vie d'un log depuis sa génération jusqu'à la génération d'une alerte ou bien d'un incident. Donc, un log, tout d'abord, doit être bien évidemment collecté, ce qu'on va appeler data integration. Et par la suite, un log doit être traité. Ici, on va parler de tout ce qui est parsing, normalisation et enrichissement de ce log-là. Juste pour vous donner un exemple, le parsing, c'est l'extraction d'un champ spécifique qui existe au niveau de notre log. Par exemple, si je donne l'exemple d'un pare-feu, un pare-feu m'envoie un événement qui contient une information par rapport peut-être une communication depuis l'interne ou bien depuis l'externe vers l'interne. Donc, il contient certainement une adresse IP source ou bien une adresse IP destination, un port de source et un port destination, et aussi peut-être un protocole et aussi une action que ce soit bloquée ou bien autorisée. Donc,
Le parsing, c'est le fait d'extraire ces champs-là. Ensuite, ces champs doivent être normalisés parce que là, peut-être que mon pare-feu, je reste toujours dans l'exemple du pare-feu, peut-être que mon pare-feu frontal m'envoie la source IP sous le nom src underscore IP et que mon pare-feu dorsal m'envoie la même valeur ou bien le même champ sous un autre nom, par exemple source IP attachée majuscule. Donc, je dois normaliser, c'est-à-dire unifier et standardiser ces noms-là, de ces champs. Par la suite, je dois enrichir, suivant toujours l'exemple du pare-feu. Peut-être qu'il va me donner une information par rapport à une adresse IP publique sur Internet. Donc, l'enrichissement, peut-être que je souhaite avoir la géolocalisation de cette adresse IP. Est-ce que c'est une adresse IP du Maroc, de la France, de la Russie ou bien de la Chine? L'enrichissement aussi consiste à ajouter d'autres informations de métadonnées par rapport à cette information. Par exemple, je souhaite avoir le nom de l'organisation du système autonome dans lequel cette adresse IP appartient. Et ainsi de suite. Donc, cette partie-là, on va la nommer comme traitement de données. Donc, par la suite, l'étape prochaine, c'est l'exploitation de ces données-là. Donc, un log, certainement, nous allons collecter les événements depuis plusieurs sources de logs. Je parle ici des pare-feux, des proxys, des serveurs et machines Windows et Linux. Donc, ce que je vais faire avec ces logs-là collectés, je vais les corréler. La corrélation, c'est tout simplement de faire matcher ces événements-là collectés depuis plusieurs sources contre des conditions. Si ces conditions sont matchées, donc je vais générer une alerte. Une alerte, bien sûr, par la suite, elle est qualifiée et traitée par un analyste cybersécurité qui va générer ou bien créer un incident par la suite. Donc, nous allons entamer pour le moment, dans un premier lieu, l'intégration de données, c'est-à-dire la collecte de ces logs-là. Quand on va parler de la collecte des logs, on parlera certainement de deux types de logs, les logs générés depuis des machines, bien des hosts, et des logs réseau. Donc, pour assurer cette fonction-là, Elastic offre plusieurs solutions d'intégration de données, à savoir les agents bits. Nous allons parler tout de suite de plusieurs types d'agents. Ils ont introduit aussi, et suite à l'acquisition de Endgame, un nouveau agent qui s'appelle Elastic Agent, qui est dans sa version gratuite, assure aussi une fonctionnalité de détection et prévention. Et il y a aussi la solution Logstash, qui est plus flexible et utilise le principe des pipelines pour traiter n'importe quel type de données. Tout ça, bien sûr, surtout les agents bits et Elastic Agents, peuvent être gérés d'une façon centralisée via le module introduit je pense, à partir de la version 7.9, le module Fleet au niveau de Kibana pour assurer une gestion centralisée de toutes ces intégrations-là. Donc, pour la collecte de tout ce qui est données réseau, donc on peut parler de l'agent PacketBit qui va collecter tout ce qui est flux réseau, DNS, TLS ou bien HTTP. Il y a l'agent FileBit. C'est un agent qui dispose de plusieurs modules qui supportent out of the box plusieurs solutions, à savoir des modules IPS, IDS qui supportent les données émanant des IDS comme Zik et Suricata. Il supporte aussi NetFlow et le format CEF. Il consiste aussi de plusieurs modules de pare-feu qui supportent par défaut des pare-feux comme Firewall, Cisco ASA, Firepower, Palo Alto, Fortinet, Checkpoint, Juniper et ainsi de suite. Aussi d'autres modules qui supportent par défaut Kubernetes et Google VPC. Bien sûr, vous pouvez visiter le site elastic.co intégration pour voir toutes les intégrations que vous pouvez assurer en utilisant FileBit. Donc, pour la collecte de tout ce qui est de toutes les données émanant des hosts, donc on peut utiliser pour les systèmes Windows WinLogBit pour la collecte des événements Windows, Sysmon et PowerShell. FileBit aussi intervient à ce niveau-là parce que, comme le nom indique, FileBit, généralement, c'est un agent qui lit des logs enregistrés au niveau des fichiers, mais il dispose des
des modules de collecte des log système et aussi il peut collecter les événements multilignes comme par exemple les erreurs Java. AuditBit aussi, c'est un autre module généralement installé sur les systèmes Linux, mais il est assuré et il peut être aussi installé sur des macOS et Windows pour assurer la collecte de tout ce qui est monitoring de l'intégrité des fichiers. Il dispose aussi d'un module audité pour les systèmes Linux et les modules système pour tout ce qui est collecte de création de packages, du démarrage des process et tout ce qui est authentification échouée ou réussie. Et si vous n'avez pas, donc si vous avez des solutions non supportées par ces agents-là, Elastic offre aussi les librairies de ces agents-là, Bits, en open source. Donc, vous pouvez développer vous-même votre propre agent. Et déjà, il y a pas mal d'agents développés par la communauté sur le site de elastic.com. Donc, l'étape suivante, c'est le processing de la donnée. Donc, tout ce qui est traitement de données, j'ai déjà cité les trois parties nécessaires, le parsing, la normalisation et aussi l'enrichissement des logs. Donc, pour assurer la normalisation, Elastic propose ou bien offre un standard qui s'appelle Elastic Common Schema. Ce standard-là est déjà disponible en open source sur GitHub et aussi avec des définitions pour chaque champ sur leur site elastic.com. Donc, donc, le but de ce standard-là, c'est en fait d'unifier les noms utilisés depuis bien au sein de notre infrastructure. Par exemple, ici, comme j'ai déjà cité, l'exemple de la source IP, donc pour la même valeur, je peux avoir plusieurs noms. Donc, je peux utiliser ECS, Elastic Common Schema, pour unifier ces noms-là. Donc, heureusement, c'est que pour les agents que je viens de citer, c'est le parsing et la normalisation selon ce standard-là est assuré par défaut. Mais si vous avez peut-être des solutions, des applications métiers que vous souhaitez intégrer au sein de votre solution Elastic Security, donc peut-être que ce n'est pas encore supporté ni par les agents, ni il n'y a pas des modules ou bien des agents au sein de la communauté déjà développée pour satisfaire votre besoin. Vous pouvez utiliser Logstash, qui est un outil vraiment très, très flexible qui fonctionne sous le principe des pipelines. Donc, il dispose d'une entrée, d'un filtre et aussi des outputs. Donc, en entrée, syslog, il peut écouter, il peut ingérer des logs en syslog, il peut lire depuis des fichiers, il peut écouter sur des ports TCP et UDP, et même il peut écouter pour la réception des événements émanant des agents bits eux-mêmes. Donc, pour tout ce qui est filtre, après que je reçois mon événement, je vais appliquer quelques filtres pour que ce soit le parsing ou bien l'enrichissement de mon log. Je peux utiliser des plugins parce que Logstash dispose de plusieurs plugins, des centaines de plugins qui peuvent être utilisés pour assurer le parsing et aussi pour l'enrichissement. Je peux utiliser par exemple le plugin GeoIP pour assurer pour enrichir mon log et ajouter d'autres informations de métadonnées qui accompagnent bien sûr les adresses IP publiques que je reçois au sein de mon infrastructure IT. Et en output, Logstash supporte l'envoi des logs vers Elasticsearch et aussi en utilisant syslog, en utilisant syslog, il peut envoyer aussi des emails. Donc, il y a plein de plugins qui assurent une certaine flexibilité. Donc, pour l'exploitation de ces données-là, moi, je vais focaliser sur le contexte de la cybersécurité qui propose plusieurs modules et plusieurs solutions pour exploiter pour exploiter cette solution-là.
Donc, pour exploiter les données collectées au sein de Elasticsearch. Donc, donc, comme Yacine déjà cité, il y a par exemple les modules Observability, il y a les modules Enterprise Search. Et moi, je vais focaliser sur l'exploitation des données, en utilisant les règles de détection introduites dernièrement au niveau de la plateforme ELK. Donc, Elastic Security dispose de plusieurs types de requêtes, ou bien de plusieurs types de règles pour pour créer des règles de détection. Donc, il y a des corrélations basées sur l'événement lui-même en utilisant le KQL, c'est Kibana Query Language. Et suite à l'acquisition aussi d'Endgame, il y avait l'introduction du langage EQL, Event Query Language. Donc, c'est une corrélation basée sur des séquences suivies des séquences des événements suivis dans le temps. Peut-être que vous souhaitez créer des règles de détection en se basant sur des seuils, threshold-based alerting, aussi sur des indicateurs de compromission, par exemple, indicator-based alerting. Et aussi, il y a des règles qui se basent sur les modules, ou bien le module machine learning. Bien sûr, toutes ces fonctionnalités sont gratuites sous la licence basique, sauf pour les règles de type machine learning. Donc, via le module, via la solution Elastic Security. Donc, Elastic Security, c'est une solution introduite au-dessus de la stack élastique. Donc, après, j'ai cité tout à l'heure l'intégration de données via les agents bits, les endpoints et Logstash. Aussi, il y a tous ces solutions-là vont ingérer des données au sein de la base Elasticsearch. Et Kibana va totalement, donc, va interagir avec Elasticsearch pour créer des visualisations, des dashboards, l'exécution des recherches, des règles, et ainsi de suite. Et ajouté au-dessus de ça, il y a le module Elastic Security qui regroupe un petit peu toutes ces fonctionnalités pour assurer une détection et prévention et réponse unifiée. Donc, donc, la bonne chose par rapport à Elastic Security, c'est qu'il propose une solution qui centralise l'utilisation, que ce soit des SIEM et des endpoints, de la solution Endpoint Security. Donc, on va passer vers la démo. Je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez ou pas? On t'entend, Hamza, on t'entend. Ça marche. OK. Donc, voilà. Donc, j'espère que c'est visible, le cas ici. Oui, oui, c'est visible, c'est visible. Allez-y. D'accord. Donc là, je suis authentifié dans ma plateforme Elasticstack. Donc, je suis authentifié comme étant Hamza Wadir. Et là, vous avez au début, donc juste pour vous expliquer le contexte de cette démonstration. Donc, la démonstration a été réalisée dans un environnement Windows qui se compose d'une machine Windows 7 et aussi un AD de 2012, de machine serveur Windows 2012. Donc, le choix a été fait exprès parce que là, comme vous le savez déjà, Windows 7 était déjà en end of support. Donc, et j'ai essayé d'installer, de créer une démonstration dans un environnement non durci pour justement voir la capacité du nouvel agent Elastic Security en termes de détection et prévention. Là, c'est l'accueil et nous allons aujourd'hui se focaliser sur Elastic Security. Bien sûr, les modules que Yacine vient de citer au début. Donc, il y a le module Kibana pour tout ce qui est création de visualisation ou bien des dashboards, même le machine learning et les graphes. Il y a le module Enterprise Search, le module observabilité. Mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le module Elastic Security.
Donc, comme vous pouvez voir ici, donc j'ai déjà, ça c'est l'interface, c'est une interface globale qui contient des informations et des visualisations par rapport, par exemple ici, c'est les tendances de la génération des alertes. Moi, je vais changer la durée pour que je puisse recevoir les alertes précédentes dans les 30 derniers jours. Et après, donc, toutes les alertes qui se génèrent au niveau de la plateforme vont être affichées ici. Il y a une autre visualisation dédiée aux alertes externes. Peut-être que vous avez un WAF, Web Application Firewall, ou bien antivirus, qui vous envoie directement une alerte. Donc, cette alerte peut être enregistrée ou bien peut être vue dans cette visualisation External Alert Trend. Ici, une visualisation par rapport ici une visualisation par rapport aux événements collectés, organisés par le champ Event Dataset. Et dernièrement, il y a une séparation des événements, que ce soit des émanants des hosts ou bien du réseau. Là, ce sont des agents que j'ai installés au niveau de mon lab. Vous pouvez voir ici le nombre des événements collectés durant cette durée-là, que ce soit en utilisant AuditBit, Elastic Agent ou bien FileBit ou bien Windows. Et aussi les événements réseau, là les événements socket émanant des systèmes Linux. J'ai utilisé l'agent FileBit pour la collecte des événements NetFlow. Et je n'ai pas encore installé, pour ce lab-là, je n'ai pas encore installé l'agent PacketBit. Donc, nous allons voir directement les détections générées. Là, quand vous cliquez sur détection, vous allez directement vers les alertes remontées dans cette durée-là définie ici. Avec, donc, l'analyste ici aura une visibilité globale sur l'ensemble des alertes remontées durant cette durée-là, avec une possibilité de voir les alertes ouvertes et les alertes en cours de traitement en cliquant sur In Progress et les alertes aussi clôturées. Donc l'analyste peut directement avoir plus d'informations sur n'importe quelle alerte. Par exemple, si je choisis de traiter cette alerte-là, je peux directement cliquer. Comme vous pouvez voir ici, vous avez déjà pas mal d'informations par rapport à cette alerte. Par exemple, le hostname, c'est une machine Windows 7 sous le nom Xenith PC avec l'utilisateur administrateur. En cliquant sur la règle, je peux aller directement vers la description, bien la définition de la règle. Donc, le nom de la règle, c'est PowerShell Spawn CMD. Et bien sûr, ici, la description, elle est très simple. Donc, cette règle va déclencher une alerte. Chaque fois, ce processus-là, le processus PowerShell va créer ou bien spawner le processus CMD.exe. Donc, vous avez ici une visibilité, une description basique sur cette règle-là. Par exemple, la sévérité, le risque, la licence, et aussi l'analyste peut lire plus d'informations par rapport aux tactiques et techniques qui peuvent être utilisées ou bien qui peuvent être déclenchées par cette règle-là, parce que toutes les règles aujourd'hui disponibles sur Elastic Security sont mappées au framework MitraAttack. Donc, juste en cliquant sur ça, il peut directement aller voir plus d'informations sur la technique utilisée. Bien sûr, la logique de la règle est aussi partagée. Donc, la logique, le type de la règle, c'est de type query. Il utilise le langage KQL, Kibana Query Language, pour définir la logique de la règle. Donc, très simplement, il va se déclencher à toute création d'un processus MD qui a comme parent PowerShell.exe. Par la suite, il va pouvoir visualiser toutes les tendances des alertes générées par cette règle-là, et avec bien sûr un accès aux différentes exceptions selon les fausses positives générées.
Donc, voyons tous ensemble l'ensemble des alertes ou bien des règles définies sur Elastic Security. Donc, par défaut, ici, je suis en train d'utiliser la version 7.10.1 et à cette version-là, elle dispose de 316 règles de différents types. Il y a des règles de type pour couvrir les systèmes Linux, Windows, il y a aussi des règles machine learning et ainsi de suite. Donc, si je souhaite voir les règles des systèmes Windows, donc j'ai une liste et avec la même façon, je peux directement consulter la logique de chaque règle et l'historique de l'exécution de cette règle. Donc, comme vous pouvez voir ici déjà que chaque règle, il y a des métadonnées par rapport à sa création et quel est l'utilisateur qui l'a mis à jour, avec la date bien sûr, et sa dernière exécution. Donc, revenons à nos détections. Le panneau de détection là. Je vais donc, pour l'objectif de cette démonstration, j'ai créé j'ai généré quelques alertes. Donc, comme vous pouvez voir ici. Donc, je peux cliquer ici pour voir d'autres données par rapport à cette alerte générée par Elastic Security. Donc, comme vous pouvez voir, je pense que je vais agrandir un petit peu. Comme vous pouvez voir, j'ai pas mal d'informations par rapport à liées à cette alerte. J'ai par exemple le hostname de la machine, j'ai les adresses IP associées à cette machine-là. J'ai par exemple aussi les adresses MAC. Je suis en train de chercher, donc j'ai aussi des informations sur les arguments de la commande lancée. Je peux voir aussi le nom du process et aussi les arguments du parent du parent PowerShell qui a lancé cet exécutable-là. Donc, si je ne souhaite pas, par exemple, vérifier chaque champ par champ, je peux directement cliquer sur une nouvelle fonctionnalité offerte gratuitement aussi avec l'agent Elastic Agent, c'est le Event Analyzer. Donc, en cliquant sur ça, donc je vais agrandir un petit peu, il peut me donner l'historique et l'arbre d'exécution des processus, comme vous pouvez voir. Et là, il est clair que le processus PowerShell a créé le processus fils cmd.exe. Et il nous donne aussi des informations liées à cette exécution-là, comme par exemple les authentifications, les fichiers touchés, aussi les communications réseau. Comme vous pouvez voir, une adresse qui se répète, là, c'est l'adresse de l'attaquant. Donc, c'est une adresse qui appartient à la place des adresses VPN. Donc, l'attaquant a accédé via VPN pour exécuter certaines attaques. Donc, aussi les registres touchés et les sessions ouvertes. Donc, je vais clôturer ça. Déjà, l'analyste ici va commencer à voir avoir plus d'informations sur l'enchaînement des actions réalisées sur cette machine-là. Et l'analyste aussi peut lancer une investigation en cliquant sur le timeline. Donc, je vais cliquer ici. Et directement, ça va lancer cet onglet-là qui s'appelle Timeline. C'est juste pour lancer des investigations et commencer des vérifications. Là, c'est directement, il a directement ajouté l'ID de l'alerte. Donc, la même chose. J'ai aussi pas mal d'informations ici. Donc, ce que je vais chercher, je vais me focaliser sur le processus PowerShell comme étant un parent. Donc, je vais essayer de trouver parent name, oui, c'est ça. Comme vous pouvez remarquer ici, le timeline contient des champs qui sont un peu dynamiques. Et là, juste en cliquant et déplaçant le champ ici, j'ai ajouté directement à mon filtre le parent process name PowerShell. Donc, je vais supprimer ça, l'ID, pour
avoir la liste totale des événements qui ont comme parent processus PowerShell. OK, ici, j'ai pas mal d'événements. Donc, ce que je souhaite avoir aussi, c'est je souhaite ajouter d'autres informations à mes colonnes là. Je vais ajouter, par exemple, le nom, la ligne de commande exécutée. Process command line. OK. En cliquant ce champ-là, donc c'est automatiquement ajouté à mes colonnes-là. Aussi, je souhaite ajouter la ligne de commande parent. Donc voilà. J'ai ici ajouté directement. Donc c'est toujours la même commande. Si je souhaite avoir une visibilité sur les tops des commandes, des process parent command line qui s'est exécuté, je peux cliquer sur cette icône-là pour me donner une idée sur le nombre d'exécutions uniques de chaque commande. Donc, pour cette recherche, j'ai que cette commande-là. Déjà, les choses commencent à devenir suspicieuses parce que là, avec ces arguments-là, nos profiles et nos logos, ça commence à devenir un petit peu malicieux. Là, je suis en train de remarquer que le process PowerShell a lancé plusieurs processus comme CMD Hostname et surtout cette ligne de commande-là. C'est certainement cette ligne-là affiche une exécution d'une commande encodée. L'analyste peut directement copier la commande pour décoder cette payload. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est comment cacher ça. OK. OK, c'est bon. Donc, l'analyste peut coller ça sur CyberChef pour décoder la commande exécutée. 64. Je vais essayer de supprimer null bytes, remove null bytes. Voilà, donc déjà la commande ici, c'est une exécution, c'est un lien vers, donc probablement ici on parle d'une tentative de mouvement latéral. Donc déjà, donc vous voyez comment l'analyste peut commencer son investigation. Ici, je peux laisser une note, par exemple, pour ce champ-là. PowerShell encoded command. Donc, vous allez remarquer que c'est enregistré avec le nom de l'utilisateur qui a ajouté cette note-là. Et je peux ajouter un nom à ce timeline-là. Elastic. Meetup. Donc, je peux envoyer ça vers... je peux créer une case directement, donc en ajoutant ça. Donc, j'ajoute un titre de ce case-là, un tag, par exemple PowerShell, et il va directement inclure la recherche exécutée ou bien effectuée par l'analyste. L'analyste peut par la suite ajouter d'autres informations. Elastic meetup. Et il peut choisir une action. Moi, je ne vais pas choisir une action parce que là, ma plateforme n'est pas connectée avec une partie tierce. Je vais créer le ticket et voilà. Donc, j'aurai directement mon alerte va directement créer un ticket sur la partie cases. Et en cliquant sur ce lien-là, le prochain analyste ou bien n'importe quelle personne qui a accès à la plateforme peut visualiser la recherche
et qui a été effectué par cet analyste-là. Et il peut voir directement la note laissée sur l'événement lui-même. Donc, revenons à nos détections. En cours de traitement. Donc, ici, pour industrialiser ou bien pour voir un petit peu la force de Elastic Agent, donc, je peux directement cliquer sur Event Analyzer pour me donner l'historique de l'exécution des différents processus et les relations entre eux. Comme vous pouvez voir ici, je vais aller directement sur la démonstration que j'ai effectuée. Donc, généralement, ce que j'ai fait, c'est juste de créer un fichier Excel pour simuler une tentative de phishing, un fichier Excel qui contient du code malicieux. Ce fichier-là, il a créé le processus, donc Excel a créé le processus, a démarré le processus WScript, et on remarque ici que le processus WScript a démarré la commande ipconfig. Donc ça, c'est juste cet enchaînement-là pour l'analyste, c'est clair qu'il est suspicieux, et c'est clair que peut-être c'est une tentative réussie d'une attaque phishing. OK. Donc, ce qu'on peut faire par la suite. OK. Donc, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a le host Xenith PC qui est à la source de plusieurs alertes. Peut-être là, j'ai une idée sur la source de l'infection suite à la détection de ces tentatives de phishing. Peut-être que, mais là, je suis en train de voir que aussi mon AD a généré quelques alertes. Donc, je peux me focaliser, bien sûr, sans aller directement vers les événements et voir événement par événement. Je peux lancer directement une recherche sur, je peux voir le profil directement de mon AD. Donc, en cliquant sur le nom de l'AD, je vois directement que ça m'a amené vers l'onglet Host qui va m'afficher quelques informations ou bien métadonnées par rapport à mon serveur là. Il me donne, par exemple, la première fois vu que mon environnement a vu le serveur, la STIN aussi. Aussi, il me donne quelques adresses IP, que ce soit IPv6 et IPv4, utilisées par ce serveur-là. Aussi la version et le nom du hôte. Une visualisation aussi sur l'ensemble des authentifications effectuées avec succès ou échouées, avec une visibilité aussi sur le nombre des sources et des sources IP et destinations uniques. Voici une idée sur l'analyse par la suite aura une idée sur l'ensemble des authentifications et le nombre des authentifications échouées et avec quel compte exactement, quels sont les comptes qui ont été utilisés pour s'authentifier à ce serveur-là. Moi, je peux aller directement, comme étant par exemple un analyste peut cibler un common processus pour voir les processus non communs. Ce que vous pouvez voir ici, déjà, là, les nombres de processus sont organisés par le nombre d'instances. Si je pars vers la page 5 ou bien 6, je remarque que le nombre d'instances de ces processus-là augmente. Donc, déjà, à la première fois, donc je vois que j'ai un processus .exe qui a un nom probablement aléatoire. Et voici la commande qui a généré. Donc là, c'est fort probable qu'il s'agit d'une tentative de mouvement latéral. Ce type de mécanisme ou bien de commande, et on peut l'utiliser ou bien on peut la trouver en utilisant Metasploit ou bien Cobalt Strike. Ce que je peux faire là, je peux aller vers mon timeline et commencer un nouveau timeline. Je peux prendre cet exécutable-là, ce nom de processus, et l'ajouter à mon filtre. Donc, mon filtre est sous les derniers 30 jours. Donc, je vais serrer la durée un petit peu entre 15h30 et 16h30. Donc, je vais modifier ça.
absolute, 27 janvier, entre 15h30 et aussi 27 janvier, 16h30. OK. Donc là, j'ai modifié la durée de la recherche. Je peux ajouter le nom de l'hôte qui me concerne. Donc, j'ai démarré une investigation sur la D. Je vais supprimer ce nom de ce processus-là. Et là, j'aurai beaucoup plus d'informations sur ce qui s'est passé au niveau de mon AD dans cette durée-là. Donc, ce que je suis en train de chercher là, donc la même chose, ce que je vais faire, c'est je vais ajouter le nom du processus et le processus parent et la ligne de commande. Je peux ajouter les arguments, parent arguments. Je peux aussi ajouter les arguments de mes commandes. Donc là, j'ai ajouté deux autres colonnes à ma recherche. Et je dois commencer à voir, voilà la commande que je viens de détecter. Mais ce qui s'est passé avant, on remarque qu'il y avait une exécution de la commande toujours encodée, une commande PowerShell avec les arguments NOP, no profile, et aussi encoded command. Donc, c'est-à-dire que l'attaquant a essayé d'exécuter une commande chiffrée en base 64. Et là, je souhaite avoir aussi, l'analyste peut accéder à ce champ-là. Peut-être qu'il s'agit d'une tentative de mouvement latéral qui peut être effectuée que ce soit avec Metasploit ou bien Cobalt Strike. Et là, l'attaquant peut décoder cette payload-là pour avoir plus d'informations. Donc voilà, donc j'ai déjà créé une recipe avec CyberChef. Ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'après le décodage, plusieurs décodages et décompression de cette payload-là, je remarque que l'attaquant a essayé d'utiliser des named pipes pour le mouvement latéral. OK, donc l'analyste peut prendre cette information et l'ajouter directement sur la plateforme. Donc je peux, avec la même façon, ajouter une note. Encoded PowerShell. Ajouter une note. La même chose, je peux lateral movement. Et je peux attacher, soit je peux créer une nouvelle case, ou bien je peux l'attacher à ma dernière case. Donc, je choisis le ticket que je souhaite enrichir. Et comme vous pouvez voir, il a directement ajouté la recherche effectuée par l'analyste. Comme vous pouvez voir, donc, la puissance de la nouvelle plateforme Elastic Security, c'est qu'elle est créée autour des besoins des analystes pour qu'ils puissent collaborer d'une façon efficace entre eux. Et bien sûr, vous avez d'autres fonctionnalités ici. Vous pouvez contacter directement la personne qui a créé cet incident, ou bien la personne qui participe au développement ou bien à cette investigation. Les analystes entre eux peuvent visualiser ce qui a été fait. Donc, c'est une fonctionnalité qu'on trouve rarement chez les autres équipements. Donc là, avec la même chose, on peut copier ça et on peut cliquer ça et aller directement vers la recherche qui a été effectuée par cet analyste. Comme vous pouvez remarquer ici, ce qui est en jaune, ce sont des alertes remontées par rapport dans la plateforme Elastic Security.
Donc, en gros, c'est ça. Donc, les cases, nous allons voir aussi la force de Elastic Security, c'est qu'il propose une visualisation unifiée et centralisée de tout ce qui est soit les événements émanant des hosts ou bien des événements réseau. Vous aurez une idée sur le nombre d'hôtes intégrés au sein de la plateforme, le nombre des authentifications effectuées avec succès, le nombre des adresses IP uniques qui communiquent au sein de votre réseau. Vous aurez aussi une idée sur le nombre des authentifications et les comptes qui sont actifs au sein de votre environnement IT. Aussi, visibilité sur les différents événements que vous collectez. Donc, la même chose pour réseau. Je vais étendre ça. Donc, vous aurez directement un accès à une carte. Comme vous pouvez voir ici, donc mon adresse publique de mon serveur de test est scannée depuis plusieurs sources, IP sources, mais tout ça, c'est centralisé au sein de ma plateforme. Vous pouvez voir ici une visibilité plus ou moins centralisée sur tout ce qui est requête DNS ou bien flux réseau, le nombre des adresses aussi utilisées au sein de bien qui communiquent avec votre périmètre. Vous aurez aussi une liste des top des adresses sources, IP source et aussi IP destination, avec un enrichissement du nom du système autonome et beaucoup d'autres informations. Bien sûr, deux autres listes sur le top des pays sources et pays destination. Les timelines que les analystes sont en train de réaliser et de créer. Vous pouvez certainement créer des templates que les analystes, pour faciliter un petit peu le processus de travail des analystes, pour qu'ils puissent les utiliser, ou bien pour aussi l'intégrer avec des règles. Nous allons voir tout de suite comment on peut créer une règle. Aussi, un autre onglet d'administration. Bien sûr, j'ai installé l'agent Elastic Agent sur ma machine Windows 7 et Xenith PC. Donc, c'est l'agent et vous aurez l'état global de cet agent-là avec la politique appliquée sur cet agent. Donc, mon agent, il est toujours en ligne. L'application de la politique est effectuée avec succès et aussi quelques informations par rapport à l'agent installé sur cette machine-là. Donc, je souhaite vous montrer aussi comment vous pouvez créer une alerte, une règle, pardon. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur l'onglet détection, aller directement sur les règles de détection et cliquer sur création de règles. Comme j'ai déjà cité, il y a plusieurs types de règles, type custom query, event correlation, machine learning, indicator match et aussi threshold. Donc, ces requêtes-là vont être appliquées sur ces index-là. Donc, je vais choisir Event Correlation en utilisant le langage EQL. Donc, j'ai déjà, une chose à noter, c'est que les détections que vous êtes en train d'utiliser sur Elastic Security sont open source. Donc, vous pouvez les consulter sur la repository d'Elastic sous le nom des Detection Rules. Donc, ils sont disponibles, ils sont très transparents par rapport à la logique derrière de chaque règle. Donc, ce que vous pouvez faire, donc j'ai pris cet exemple-là, ajouté en novembre. Donc, ce que j'ai fait, tout simplement, je vais aller sur la plateforme et je vais ajouter le code. Donc, c'est une règle qui va détecter des tentatives du dump du process LSAS pour le vol des informations, le vol des identifiants, pardon. Donc, voilà ma requête EQL. Je peux appliquer un timeline, une template de timeline. Je vais choisir,
Generic Process Timeline. Je peux voir le résultat de ma requête sur... C'est une sorte de corrélation historique sur le dernier jour. Donc, je n'ai pas des événements qui matchent cette alerte-là, cette logique. Donc, je vais ajouter le nom de la règle, ELSAS process dumping via LOL en utilisant l'event of the lamp binaries, process dumping. OK. Description élastique test Nita. La sévérité, je vais la définir sur high. Donc, une nouvelle fonctionnalité qu'on trouve rarement chez d'autres solutions, c'est que la sévérité, elle est dynamique selon l'événement que vous êtes en train de collecter. Donc, si moi, j'ai une solution WAF ou bien un antivirus qui m'envoie une alerte avec une sévérité déjà incluse au niveau du log, je peux directement enrichir, ou bien je peux directement prendre ce champ-là et définir la sévérité de l'alerte selon le champ déjà présent sur les logs. Donc, je ne vais pas utiliser cette fonctionnalité, je vais laisser le default risk score. C'est une règle Windows. Donc, il y a d'autres fonctionnalités avancées. Là, je peux mapper ma règle selon Mitra Attack. Donc, il s'agit bien évidemment du vol des identifiants, credential dumping. Et je peux créer un guide d'investigation. Donc, j'ai déjà préparé. Donc, c'est en Markdown. J'ai déjà préparé ce guide. C'est juste un test. Donc, vous pouvez voir ici que je peux utiliser des GIFs pour aider l'analyste pour faciliter le processus de l'investigation. Et bien sûr, je peux ajouter l'auteur de la détection. La même chose, je peux ajouter des exceptions sur cette règle-là. La même chose que la sévérité, le nom de la règle est aussi dynamique, ça peut être récupéré depuis le contenu de log, et la même chose que le timestamp, c'est-à-dire le temps de l'alerte peut être aussi récupéré depuis le log brut ou bien le log généré par la source de données elle-même. Donc, je souhaite exécuter ma commande, ou bien la règle chaque 5 minutes avec un lookback de 2 minutes. C'est-à-dire que lorsque l'exécution de la règle, une recherche sur les 7 dernières minutes va être lancée. Et bien sûr, là, c'est par rapport aux actions. Juste pour vous donner une idée, c'est que tout ça est défini déjà gratuitement sur la licence basique, sauf pour les actions, si vous disposez d'une solution tierce pour la gestion des tickets que vous êtes en train de créer. Par exemple, si vous donc Elastic Security aujourd'hui supporte l'envoi des alertes par mail ou bien via IBM Resilient, Jira, PagerDuty, ServiceNow, ou bien en utilisant le service Slack, ou bien vous pouvez envoyer vos règles directement en utilisant des webhooks si vous utilisez par exemple des solutions similaires à The Hive. Mais cette partie n'est pas incluse la licence basique. Donc, je vais laisser l'action sur Perform No Actions et je vais créer ma règle et l'activer tout de suite. Donc, voilà. Donc, la règle a été créée. Donc, je vais lancer une recherche pour vous montrer un peu le format.
Donc voilà ma règle. Et voici, donc j'ai oublié de mettre, donc voilà, en fait c'est ça, Elastic Test Meetup. Donc voici la logique de ma règle. Aussi, l'investigation guide a été ajouté pour aider l'analyste, comme vous pouvez voir ici. C'est une animation GIF qui peut aider l'analyste à savoir comment il peut assurer ces tâches-là. Par la suite, donc voilà aussi le temps de planification de l'exécution de ma règle. Donc voilà, en gros, c'est ça les fonctionnalités de Elasticsearch. Je souhaite juste vous montrer une dernière fonctionnalité, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est un centralisateur, c'est un module qui va centraliser la gestion des intégrations. Vous pouvez voir, qui s'appelle Fleet, vous pouvez voir déjà ici combien d'intégrations Kibana supporte par défaut. Donc, Checkpoint, c'est toujours en expérimental, mais je pense que durant ou bien pour les prochaines versions, il va supporter beaucoup plus de solutions. Par exemple, vous pouvez voir ici CyberArk, F5 et beaucoup plus de solutions, bien de sources de données. Bien sûr, si vous souhaitez, si vous avez déjà des agents Elastic Agents installés, vous pouvez voir l'état de ces agents-là depuis toujours le module Fleet. Et bien sûr, le nombre, la quantité de données collectées par ces agents-là. Donc, j'espère que la démonstration était assez claire. Donc, je te cède la parole, Yassine. Merci beaucoup, Hamza. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Maintenant, je ne sais pas s'il y a des questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, on est là encore quelques moments si vous avez des questions. Donc, Hamza est là pour répondre. Donc, n'hésitez pas. Sinon, Hamza, je peux prendre la main pour partager l'écran? Oui. Donc voilà, juste je rappelle le lien, je vous envoie le lien du prochain conférence. Pourquoi je n'arrive pas? Bon, je vais arrêter le partage. Donc voici le lien pour aller visiter les conférences qui vont se tenir le prochain 26 et le 27. Donc il y a une question. Donc il y a une question pour avoir une idée sur les domaines d'application de la suite élastique. Donc je vais peut-être revenir à un slide.
Donc ça, c'est un peu, comme j'ai dit tout à l'heure au début que la suite élastique, il y a essentiellement les quatre composantes qui peuvent ramener n'importe quel format de données. Donc les cas d'usage qui peuvent en découler, c'est inimaginable. Ça peut être des log management, ça peut être des moteurs de recherche, ça peut être de la cybersécurité comme a expliqué Hamza. Ça peut être de la détection de la fraude, ça peut être des monitoring ou la supervision des plateformes et des applications, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça la logique de Elastic. Donc, à partir de cette suite ELK, il y avait trois use cases qui font beaucoup de trending. C'est que c'est d'abord la recherche en entreprise, l'observabilité et la sécurité. Mais bien sûr, il y a tellement de use cases, en particulier pour tout ce qui est big data, tout ce qui est analytique. Euh, donc, pas mal de use cases qui peuvent être implémentés sur la stack élastique. Donc, il y a peut-être une question pour toi, Hamza. Ah oui, d'accord. Oui, C'est pas moi qui a désactivé ton micro. oui, c'est moi. Il y a deux questions, je pense. Si les alertes peuvent être notifiées sur les smartphones, en fait, ça dépend de votre solution tierce. Si la plateforme sur laquelle vous souhaitez recevoir les alertes supporte par exemple des alertes, l'envoi des alertes via des webhooks, oui, pourquoi pas. Et selon, je pense aussi qu'il y a d'autres, si vous avez Slack, je pense sur votre smartphone, donc Slack dispose aussi d'une application mobile. Donc, vous pouvez recevoir des alertes, bien sûr, en utilisant des parties tierces. Donc, ça dépend de votre solution tierce qui va gérer les notifications reçues depuis ELK. Et je pense que la deuxième question, c'est par rapport au SOC. Si je peux Oui. commenter la première question. En fait, les webhooks, ils ouvrent plusieurs canaux d'alerting. Moi, j'ai eu, par exemple, à envoyer des alertes par SMS. Et donc, on devait passer par un gateway SMS qui expose des webhooks. Et à partir de ces gateways, on peut notifier. Donc, à chaque fois qu'il y a un gateway qui expose des API REST, on peut la notifier et à partir de ce gateway, donc on peut notifier par SMS, par d'autres canaux possibles. Vas-y, Hamza. Oui, il y a une autre question par rapport au machine learning appliqué à l'analyse en cybersécurité, comment un data scientist ou un ML engineer peut appliquer les données récoltées par ces outils élastiques. Donc, la logique ou bien l'algorithmique derrière le machine learning d'Elastic n'est pas open source, je pense que ce n'est pas ouvert. Donc, je ne sais pas exactement comment on peut exploiter ça. Est-ce que c'est du machine learning supervisé ou non supervisé? Donc, je pense que vous aurez plus d'informations sur le site d'Elastic. Euh, comment on peut exploiter? Vous pouvez utiliser, bien sûr, Elasticsearch. Je vois beaucoup de cas d'utilisation d'Elasticsearch avec Spark. Bien sûr, parce que Elastic propose un module aussi de Elastic Security vers Hadoop pour que vous puissiez appliquer les algorithmes machine learning de Spark, Spark ML, sur les données récoltées au niveau d'Elasticsearch.
Voilà, peut-être si je peux me permettre d'ajouter quelques commentaires. Donc effectivement, le module machine learning, il ne fait pas partie de la distribution basique. Donc il est proposé à partir de la souscription Platinum. Et donc il fait à la fois du machine learning supervisé pour tout ce qui est détection d'anomalies et du machine learning supervisé pour tout ce qui est classification et tout ça. Mais rien n'empêche d'intégrer des outils comme a dit Hamza, Spark ou d'autres bibliothèques Python pour faire du machine learning. D'ailleurs, je partage avec vous un lien d'une bibliothèque que Elastic est en train d'étendre. Elle est open source. Donc, il s'appelle Eland. Et l'idée de Eland, c'est d'étendre un peu la bibliothèque. Il y a une bibliothèque en Python qui fait du machine learning, j'ai oublié le nom. Euh, une bibliothèque très connue, mais l'idée de Eland, en fait, c'est Pandas. Pandas, voilà. Donc, l'idée de Eland, c'est d'étendre les fonctionnalités de data framing de Pandas et les rendre compatibles directement avec Elasticsearch. L'idée, c'est qu'au lieu de charger les data frames en mémoire, les data frames vont rester sur Elastic et donc toute la puissance de Elasticsearch va être exploité. Et donc ça, c'est vraiment indépendant du module machine learning qui est payant. Donc vous pouvez faire du machine learning avec Elasticsearch, avec de la bibliothèque Eland et Pandas sans problème, ou bien d'autres comme Spark. Oui, effectivement. Donc là, une autre question, est-ce possible de mettre en place un socle mutualisé avec ELK? Oui, certainement. Je pense que Yacine peut vous donner plus d'informations par rapport à tout ce qui est cross-clustering. Parce que là, l'offre, je pense, à partir de Platinum, il y a l'offre de Kibana mutualisée, donc multitenance de Kibana. Ouais, ouais. Donc vous pouvez gérer plusieurs instances en utilisant Donc si vous savez comment gérer votre donnée et surtout votre indexation, vous pouvez certainement assurer de la multitenancy Ouais, et un socle mutualisé entre plusieurs instances. ouais. Ouais, effectivement. En fait, il y a plusieurs approches. J'ai vu des approches de SOC mutualisé qui utilisent un seul cluster, mais qui utilisent des nomenclatures différentes d'index, ainsi de suite, pour Ouais, séparer les tenants. Il y a d'autres qui utilisent simplement, par exemple, plusieurs spaces sur Kibana pour séparer les différents clients. Et il y en a d'autres qui utilisent aussi, ça c'est à partir de la licence Gold, les features avancées de la sécurité, surtout le Document and Field Level Security, où les données sont ingestées dans le même ouais, index pour tous les tenants. Et il y a un champ supplémentaire qui dit que ça c'est le tenant A, le tenant B, et donc le tenant A il peut accéder que à ces données. Donc ça permet de mutualiser. Mais sinon, comme vous avez dit Hamza, il y a la possibilité d'avoir des clusters dédiés ouais. par client, et ensuite il y a des cross-clusters search pour aller chercher dans les plusieurs clusters. Donc effectivement, il y a possibilité de faire une mutualisation. Peut-être l'autre question, on parle de DS. Peut-être si tu peux répondre, Hamza. Je pense que la question, c'est par rapport à. Donc, pour lire la question, tout simplement, c'est Elastic Security fait bien partie des systèmes de détection d'intrusion. Si oui, il vient sous quel type d'IDS? Ceux à détection à basse signature ou bien ceux à détection comportementale. D'accord. Donc, euh, je pense ici, la question, c'est par rapport à Elastic Agent. Donc, après l'acquisition de Endgame, donc, Elastic a commencé d'offrir, euh, sous la licence Enterprise, bien sûr, ce qu'on appelle l'EDR, Endpoint Detection and Response. Elastic Agent, c'est un agent qui dispose de certaines fonctionnalités
qui peuvent être utilisées gratuitement. Et bien sûr, il y a des fonctionnalités basées sur des signatures et aussi comportementales. Je vous invite, parce que là, j'ai pas le lien pour voir les différentes fonctionnalités offertes par Elastic Agent gratuitement, ou bien toute la liste. Mais sur le site d'Elastic, il y a déjà les fonctionnalités, et certainement, c'est les deux. Ce sont basés sur des signatures et aussi comportementales. Mais la catégorie, c'est EDR. IDS, c'est plutôt comme Zik et Pro. Est-ce qu'on peut créer une règle de corrélation qui se base sur une alerte d'une règle, une autre règle suivant d'autres événements? Est-ce qu'on peut créer une règle de corrélation qui se base sur une alerte, une autre règle? Oui, effectivement. Comme j'ai cité tout à l'heure, vous pouvez modifier même la sévérité selon l'alerte envoyée. Parce que là, quand vous visitez Kibana, vous voyez déjà les alertes remontées par la solution Elastic Security elle-même, ou bien des alertes externes. Donc, vous pouvez utiliser les deux. Et si j'ai bien compris, est-ce que de corrélation qui se base sur... Oui, effectivement, vous pouvez... Kibana aujourd'hui dispose aussi, en termes de création d'alerte, bien de règles, dispose d'un type de règle qui s'appelle building block, c'est-à-dire c'est un type de règles qui génèrent des alertes qui ne s'affichent pas devant l'analyste, mais elles peuvent être utilisées pour des corrélations futures. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. Merci pour... Ok, c'est bon. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Donc, la présentation, les slides, la vidéo, donc ils vous seront partagés. Donc, il faut mis en ligne sur le portail d'Elastic et la chaîne YouTube. Vous allez recevoir un email pour pouvoir les visualiser quand vous voulez. Donc, je vous mets un peu le lien. Ça, c'est le lien du channel de YouTube. Vous pouvez aller voir les anciens meetups, les visualiser, ainsi de suite. Donc, je vous invite aussi, si vous voulez participer, si vous voulez partager quelque chose avec la communauté, donc n'hésitez pas à me contacter moi ou Hamza directement. Ça sera toujours avec plaisir. Donc, Oui, vous avez un effectivement. cas d'usage, vous voulez partager quelque chose en relation avec Elasticstack dans le domaine du moteur de recherche, l'observabilité, la sécurité, l'analytique, vous êtes les bienvenus. Voilà. Donc, je te remercie, Hamza. Je te remercie Merci. infiniment pour ta Merci à disponibilité, pour la qualité de ta présentation, ta démonstration. Et on vous donne rendez-vous très bientôt. Donc, à très bientôt. Inch'Allah. Bonne soirée. Allez, bye bye. Merci. Merci Merci. à vous. Merci pour l'invitation. Merci. Merci. Au revoir.